c'est Julien. Allez mon Juju. Il va être proclamé, il va être acclamé. Julien Alaphilippe, champion du monde. Attaque de Marlou. De retour pour vous jouer un mauvais tour, comme disait la Team Rocket dans Pokémon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce podcast spécial Astana, présentation des équipes en 2023. Et avec moi aujourd'hui, il est encore là, Étienne Gourceau. Salut Étienne. Toujours là et j'espère ne pas m'envoler vers d'autres cieux du coup. Oui, ouais, la Team Rocket plus rapide que la lumière. C'était pas réellement des lumières les Astana l'année dernière. C'est le moins qu'on puisse dire, seulement 5 victoires d'étape, bilan très maigre pour une équipe. Moi j'ai envie de me replonger, pour commencer à parler d'eux, j'ai envie de me replonger dans le passé. Est-ce que tu serais capable de citer les 9 gars qui ont composé la Astana en 2009 ? Alors je crois que c'est une année avec une grosse équipe. Je crois qu'il y avait du Contador, il y avait du Clauden qui était dans l'équipe. Armstrong, Leipheimer, voilà. Zubeldia, que des mecs qui ont fait des top 5 sur des grands tours. Ouais. Ils avaient une équipe de monstres quand Armstrong est revenu de sa retraite. C'est ça. Et maintenant, quand on voit l'effectif de l'année dernière, on a l'impression que c'était il y a 40 ans, cette histoire. Ouais, et c'était il y a 14 ans, puisqu'on est en 2023. Bon, podcast spécial Astana. Étienne, on va rentrer dans le dur. Astana, c'est tout simplement la pire équipe World Tour en 2022. 21e au classement UCI. Imagine, 21e au classement UCI. Ça te met derrière une équipe comme la Total, derrière l'Arkea, derrière la Alpecin et derrière toutes les autres équipes World Tour. Bon, quand même devant Uno X et BNB Hotel qui étaient des contis, mais Astana a eu, contrairement à ces équipes-là, tout le calendrier World Tour pour marquer des points. Sur le bilan 2020-2022 qui désignait donc les équipes, les licences World Tour pour les 3 années suivantes à compter de 2023, c'est quand même le 13e bilan, c'est-à-dire qu'ils avaient pas été mauvais auparavant, mais qu'en 2022 ils sont passés au travers. On l'a dit, imagine Étienne, 5 victoires, pire saison depuis sa création en 2006, la Astana. Et les victoires, c'est pas des victoires énormes. Il y a 2 victoires au championnat du Kazakhstan en ligne et en contre-la-montre, une étape du Langkawi avec un stagiaire, Lutsenko qui te claque une classique espagnole en février, et Miguel Angel Lopez qui remporte la 4e étape du Tour des Alpes. Avant de parler de l'actualité rapide de Lopez, rapidement, cette année 2022, ça a été là on peut parler de catastrophique, Étienne. J'ai envie de dire, pour eux, heureusement que les relégations se sont faites sur 3 saisons et pas sur une. Sinon, c'était terminé. T'imagines ? Et c'était même pas sûr d'être parmi les équipes qui pouvaient accéder à tout le calendrier World Tour. C'est de te dire à quel point ça a été une dramatique chute en 2022. Ah ben là, très clairement, avec la 21e place sur une saison, la 21e place t'embarque, si je ne me trompe pas, sur une invitation automatique sur toutes les courses World Tour, sauf les grands tours. C'est ça. Puisque à la base, ça ne devait être que sur les classiques, et il y a eu un changement de l'UCI très tardif, on va dire, dans la saison 2022 pour rééquilibrer un petit peu ça et permettre, on en parlera, mais permettre à Israël aussi d'être là sur toutes les courses World Tour. Mais Guillaume, c'est pour ça que j'ai introduit sur la puissance de la Astana en 2009. C'est pour faire vraiment ce contraste avec ce qui se passe en ce moment. On se demande même comment c'est possible d'avoir pu chuter autant. Et finalement, heureusement qu'ils avaient un Vincenzo Nibali qui a fait une 4e place qui n'était pas forcément attendue sur le Giro. Sinon, le bilan aurait été encore pire que ça. Oui, alors tu parles de Vincenzo Nibali. On a quand même des leaders qui sont passés au travers dans cette saison 2022 à la Astana. Donc tu parles de Nibali 4e du Giro, mais on a Miguel Angel Lopez 4e sur la Vuelta. Lutsenko qui fait 8e sur le Tour de France. Et après, tu parles de leaders, il y a des leaders qui étaient quand même là dans l'équipe, un Gianni Moscon, un David de la Cruz. Tu attends quand même que, alors, peut-être pas qu'ils te rapportent des grosses victoires, mais qui te plantent, c'est des gars qui sont capables, pour Moscon, de te planter des classiques ou de remporter des gros points sur des classiques, et de David de la Cruz d'aller claquer des étapes sur des grands tours. C'est simple, Gianni Moscon, il n'a marqué aucun point. T'imagines ? La chute de Gianni Moscon. Alors, il n'a pas eu beaucoup de chance, il a eu des chutes, je crois qu'il a aussi des pépins de santé derrière. C'était vraiment le recrutement phare. On parle d'un coureur qui a failli claquer le Paris-Roubaix sous la boue en 2021, et ça s'est joué à un mauvais gonflement de pneus après avoir crevé. Sinon, il allait au bout de Paris-Roubaix. Et comment tu peux passer d'être un coureur capable de gagner Paris-Roubaix au mois d'octobre? En plus, c'est pas le Paris-Roubaix qui s'est disputé en avril, c'était vraiment au mois d'octobre, fin de saison de l'année précédente,
à un coureur qui ne marque même pas un malheureux point pour son équipe en 2022. Alors t'as quand même dans cette équipe Astana une première année sans victoire en World Tour, ça fait mal, hein, de le dire, une première année sans victoire en World Tour pour la Astana. Et qu'est-ce qui s'est passé pour l'Astana pour qu'il passe quand même au travers? Alors Nibali, ok, 4ème du Giro, Lopez 4ème de la Vuelta. Je veux bien, hein, je veux bien, mais ils pouvaient quand même scorer sur d'autres épreuves World Tour. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est une mauvaise stratégie de l'Astana? On a mal orienté les coureurs. Je sais pas, je pense à un Lutsenko qui, lorsqu'on a vu qu'il pouvait faire top 10 du Tour de France, on l'a peut-être un peu enfermé dans ce rôle-là. Alors je suis d'accord avec toi sur Lutsenko, il a fait 2 fois 8ème du Tour de France, mais bon, c'est quand même un peu sacrifié à quelqu'un qui est capable de gagner sur des classiques d'un jour. Partout, il peut gagner partout. Oui, il peut vraiment gagner partout, mais à la limite, si on veut en faire un coureur de course par étape, pourquoi pas en faire un Simon Spilak qui était capable de gagner sur des Tours de Suisse, Tours de Romandie. Je pense qu'il est plus à même à briller sur ce genre de profil, tout en y intégrant des classiques, plutôt que d'aller se préparer, faire du foncier pour des tours de 3 semaines, parce qu'on va pas se mentir, Guillaume, il fera jamais mieux que, même s'il arrive un jour à faire 5ème par des circonstances favorables, il pourra jamais aller plus haut que ça. Déjà 8ème, c'est déjà énorme pour lui par rapport à son profil. Ouais, je suis d'accord avec toi. Lutsenko qui sur le Tour de France fait 8ème, mais franchement quand tu regardes le classement général sur le Tour de France, il termine derrière un Meintjes, un Bardet. Bon, voilà, c'est sûr. Il termine derrière Meintjes, voilà, je pense qu'on peut résumer à ça, quoi. Et puis à 8ème et 8ème, s'il avait été 8ème à je sais pas, 3 minutes du podium, on peut se dire oui, bah pourquoi pas. Mais là, de toute manière, il est au moins un quart d'heure du podium, il est peut-être à pas loin de 20 minutes de Vingegaard. Il n'existe pas finalement, il s'est replacé par des échappées aussi dans ce classement général. Contrairement à 2021 où Lutsenko, j'ai le classement de 2021, il termine à 5 minutes du podium, 5 minutes de Carapaz. Et en ayant été quand même assez solide en montagne, il y a juste une étape où il a souffert de mémoire, mais sinon il a vraiment été solide, donc là, non, il était vraiment loin du compte. J'ai envie de dire, tout le monde était loin du compte du podium sur ce Tour de France 2022, mais lui en particulier. Pour la Astana, on parle de mauvaise stratégie, mais finalement, on se rend compte que c'est une équipe qui est tournée principalement autour des grands tours, principalement autour des courses par étapes. Quand tu as des coureurs qui passent au travers, ça devient compliqué. Aujourd'hui, tu peux me citer le sprinter de la Astana? Il n'y a pas de sprinter, ça a jamais été dans la philosophie de cette équipe d'avoir un sprinter. T'es capable, toi, de me citer un sprinter depuis la création de cette équipe? On va dire il y a Fellini, ouais, éventuellement, qui est capable d'être... Fabio Fellini, c'est pas un pur sprinter. Fabio Fellini, c'est un coureur qui est capable, c'est un tout-terrain qui peut te claquer, qui était... On va parler au passé, capable de te claquer un peloton à 30-40. C'est ça. Mais pas au-delà. Juste l'actualité récente de la Astana, c'est un Miguel Angel Lopez donc, qui faisait partie des leaders de la Astana pour 2023, qui a été viré de la Astana après une implication présumée dans une affaire de dopage. Et il a rebondi, ça on l'a su il y a quelques jours, puisque au moment où on parle, hein, on le sait. Il a rebondi dans une équipe de Continental colombienne, qui est l'équipe numéro 1 en Colombie. Il me semble, hein, c'est la team Medellin. Avec des légendes comme Oscar Sevilla et Fabio Duarte. Ouais, exactement. Donc c'est dire la chute, hein, t'imagines, on va dire en 18 mois pour Miguel Angel Lopez, qui était en passe de claquer au moins un podium sur la Vuelta 2021, qui se barre en pleine avant-dernière étape le jour où Champoussin gagne, alors qu'il était chez la Movistar. C'est la dernière fois qu'on le reverra chez Movistar. Il signe chez Astana pour se relancer, parce qu'avant la Movistar, il était déjà chez Astana. Chez Astana, il fait quand même 4ème de la Vuelta, mais derrière, implication présumée dans une affaire de dopage, il se retrouve dans une Conti colombienne. C'est la chute là en 18 mois, elle est terrible, hein, pour lui. Ça a toujours été une énigme, ce coureur. Quand on l'attendait au tournant, souvent il était décevant, et c'est au moment où on l'attendait plus qu'il revenait presque du diable au vert pour revenir au top. Donc finalement, j'ai envie de dire, cette histoire, c'est un peu à l'image de sa carrière. Ça aurait été des éternelles déceptions, et voilà. Je mets entre guillemets le mot potentiel, parce que s'il est impliqué dans une affaire de dopage, les soupçons sont forcément encore plus lourds autour de son début de carrière. Donc je mets vraiment ce mot potentiel entre guillemets, mais bien sûr, c'est un potentiel gâché. C'est quelqu'un qui aurait dû
faire mieux. Après, maintenant, on est obligé de mettre des réserves sur son cas. Exactement. Bon, ça va nous permettre de parler maintenant des transferts de l'année, en tout cas de l'hiver 2022-2023 pour la Astana, avec donc le départ de Miguel Ángel López à la Medellín, la retraite de Vincenzo Nibali. Et les départs, alors j'ai noté quand même de Valerio Conti et de Sébastien Henao, qui étaient quand même des coureurs qui pouvaient compter un petit peu dans les équipes, dans l'accompagnement aussi de Nibali et dans les épreuves par étapes. Au niveau des arrivées, là c'est intéressant sans être trop intéressant, on va comprendre ça. Arrivée de Luis León Sánchez, 39 ans, top 20 en 2022 au Tour de France et à la Vuelta. Et là, ça devient peut-être intéressant, là aussi, arrivée d'un sprinter en provenance de la Bora, l'Estonien Martin Lass. Étienne, comment on interprète un peu ces transferts-là de l'hiver? T'as quand même deux mecs qui t'ont fait 4e d'un grand tour en 2022 dehors. Et derrière, t'as un sprinter de seconde zone qui arrive et t'as un mec expérimenté de 39 ans qui arrive. Comment on interprète ça? D'ailleurs, pour Sanchez, c'est un retour. Faut porter les coureurs d'Astana. Oui, bien évidemment. Oui. À ces deux coureurs que tu as cités, il y a aussi quelques arrivées de l'équipe de développement. Et j'ai envie alors, on va exclure Luis León Sánchez qui a 39 ans, mais on va dire un certain renouvellement, une envie de repartir sur un nouveau cycle après... c'est peut-être trop focalisé, comme on vient de le dire, sur les classements généraux. Peut-être voir autre chose, viser autre chose. Astana, c'est une équipe qui a claqué Liège-Bastogne-Liège en 2012 avec Inglinski. Donc pourquoi pas viser un peu plus sur le long terme. Mais le problème c'est que le temps est compté malgré tout. Comment ça va se passer? C'est quoi? C'est place aux jeunes. Alors on stabilise un petit peu et puis place aux jeunes. Je pense notamment à Samuele Battistella qui avait performé sur la Vuelta, qui avait pris pas mal de fois les échappées. Samuele Battistella, il avait pris 3 échappées, il avait fait 2 deuxièmes places sur des étapes de la Vuelta, une 6e place aussi. On peut compter sur lui aussi pour l'avenir. Battistella qui était un mec qui brillait chez les jeunes, qui a été champion du monde du 23, espoir donc en 2019. Pour reprendre une expression qui est à la mode, Astana se met à la mode sobriété. Il n'y a plus de noms ronflants comme il y a eu encore l'année dernière, Vincenzo Nibali, même si c'était plus le grand Nibali, c'est un nom qui parle, c'est un des rares à avoir gagné les 3 grands tours. Maintenant, il n'y a plus ce nom qui claque dans cette équipe. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que ça va peut-être libérer d'autres coureurs qui vont pouvoir s'exprimer, prendre du galon, des responsabilités, peut-être plus oser, plus tenter, moins être bridé. De toute façon, Astana va être obligé d'être offensif pour exister en World Tour. Offensif pour exister en World Tour. Je parlais de Battistella qui avait été champion du monde, mais on se rappelle tu te rappelles du scénario 2019? Pas du tout. Harrogate. C'était l'enfer avec énormément de pluie, effectivement. Ouais, et la disqualification de Nils Sekov, qui avait été champion du monde, qui avait levé les bras chez les espoirs et qui avait été disqualifié pour un retour apparemment trop prolongé dans les voitures. Et Battistella avait donc été, qui avait terminé 2e, avait donc été désigné champion du monde espoir plus tard après l'arrivée. On va passer sur 2023, Étienne. Finalement, pour l'Astana en 2023, on peut pas faire pire en fait. C'est un peu ça, quoi. On peut toujours faire pire, mais j'espère pour eux que ça va pire. 5 victoires en 2022, dont le championnat du Kazakhstan contre la montre et en ligne. Tu peux pas faire pire. Et on l'a évoqué en off, mais on l'a pas encore évoqué à l'antenne. 3900 points, ils ont marqué l'année dernière. Ouais, on en parlait juste avant d'enregistrer ce podcast. T'imagines, 3929 points en 2022, ce qui te met 1000 points devant la UnoX. Ok, 1500 points devant la BNB Hotel en 2022, RIP, mais ça te met quand même 700 points derrière la DSM, pratiquement 1000 points, les 900 points derrière l'Israël qui est quand même passé au travers, 1700 points derrière l'AIF qui n'a pas été sans sas non plus. Bon, là c'est au moins 10 victoires, au moins 15 victoires dans la saison qu'on vise. Il faut se relancer, si c'est pas des victoires, au moins jouer placé sur des belles courses, ce qui n'a pas du tout été le cas, hormis, on l'a dit... Nibali et Lopez sur les 2 grands tours, la Vuelta et le Giro, il faut vraiment qu'ils se réapprennent à jouer placé. Ce n'est pas normal de voir Astana aussi loin sur ce genre de course. On parlait de nombre de points en World Tour, quand tu vois sur PCS Evenepoel qui marque à lui seul 2733 points, j'ai pas la stat de combien de points il marque en World Tour, mais ce coureur a quasiment marqué autant de points que l'équipe entière d'Astana. C'est pas normal.
pour une équipe en World Tour. En remportant la Vuelta, Liège, les championnats du monde. Oui. Je parlais de jeunes, Étienne. J'ai volontairement, j'en ai pas parlé, mais je voulais en parler là. Un certain Evgeny Fedorov, qui a été champion du monde espoir en Australie à l'automne dernier. On en attend quoi de lui en 2023 ? Alors, sans être sarcastique, le problème des U23, c'est qu'on est dans une époque où les meilleurs U23, ils sont déjà quasiment les meilleurs mondiaux. Donc, gagner en U23 en 2022, ça n'a pas la même valeur pour moi que gagner en U23 en 2010, où la maturité des cyclistes était plus tardive. Là, finalement, Evenepoel, il aurait pu faire les championnats du monde U23. Non, il a gagné les championnats du monde tout court. Après, il y a peut-être... on parle de Evgeny Fedorov, c'est un mec qui grimpe bien. Hein. Bon, quand tu remportes ce championnat du monde là en Australie en 2022, c'est que tu grimpes plutôt bien. Il fait 2e du Piccolo Lombardie, Fedorov, cette année. Bon, tout le monde n'a pas la même maturité précoce qu'un Evenepoel. Non, mais il y a quand même quelques noms. Je pense à Pogacar, Evenepoel, Arnaud Delis en sprint. C'est quand même de plus en plus courant. Binyam Guilhermet aussi qui a commencé à gagner en étant U23. C'est quand même plus courant de performer en World Tour en étant U23. Ça reste un espoir, mais attention à ne pas le monter trop haut de par son titre de champion du monde dans cette catégorie-là, en sachant que beaucoup de U23 n'étaient pas alignés sur la course et que je pense que s'il y a eu la crème de cette catégorie, c'est pas sûr qu'il fasse top 5, c'est même pas sûr qu'il fasse top 10. Après, ça dépend quand même de la place que tu donnes à tes jeunes dans ton équipe. Si Fedorov n'a pas réellement brillé, c'est peut-être aussi parce qu'il était voué à être un équipier de Lopez et de Nibali sur les grands tours, et de Lutsenko. Oui, tu as tout à fait raison, Guillaume. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Le fait qu'il n'y ait plus de nom ronflant à Astana, ça va peut-être permettre à ces jeunes de se libérer eux-mêmes, de dire maintenant c'est à eux de prendre leurs responsabilités, c'est à eux de briller. Vous avez des libertés, vous ne serez plus de simples équipier de luxe pour des grands leaders, mais va falloir prouver derrière par contre. Martin Lass, on en attend quelques victoires au sprint. Vinokourov n'a pas dû le recruter par hasard quand même. On espère, mais bon, si c'était un hyper grand nom du sprint, ça se saurait aussi. Mais il peut te rapporter quelques points par-ci par-là dans des sprints massifs, là où Astana n'en remportait jamais. C'est ça, par contre c'est clair que ça reste une bonne recrue, et si c'est pas des victoires, encore une fois on sait que sur certaines classiques, il y en a beaucoup qui sont dédiés aux sprinters. Faire 5e, faire 4e, effectivement, d'un point de vue prestige, c'est pas quelque chose qui va te mettre en avant. Par contre, d'un point de vue points, c'est clair que ça va faire énormément de bien à cette équipe pour marquer, pourquoi pas, 200, 300 points, là où ils en marquaient 0 d'habitude. On a parlé de quelqu'un, d'un coureur de la Astana, d'un grand leader de la Astana il y a quelques minutes, on va en reparler, c'est Alexei Lutsenko. Parce que finalement, avec la retraite de Nibali, avec l'éviction de Miguel Angel Lopez, Lutsenko se retrouve seul grand leader pour la Astana sur les grands tours. Alors peut-être avec un David de la Cruz qui va être un peu surclassé, comme on dit quand on fait les réservations. Mais Lutsenko, finalement, il se trouve un peu seul au monde. Alors attention, Guillaume, moi j'ai lu à droite à gauche, et notamment sur les réseaux sociaux, que Lutsenko voulait se consacrer davantage sur les classiques. Alors est-ce qu'il sera vraiment aligné sur les grands tours ? Enfin, il le sera, mais avec quel rôle ? Est-ce qu'il va pas redevenir un chasseur d'étapes ? Donc on repart sur un changement de logiciel complet de la Astana. On en parlait, ça a peut-être pas marché en se concentrant sur les classements généraux de grands tours. On va aller claquer maintenant des étapes, on va claquer des points par-ci par-là, des classiques, et on va se consacrer finalement sur du jour après jour, quoi. C'est ça, de toute façon, ça n'a pas marché de se consacrer totalement au grand tour. On l'a vu, comme on a dit, 3900 points. Il faut qu'il change quelque chose, sinon ça va pas être possible. S'ils changent rien, enfin ils peuvent encore faire pire. Tu me disais tout à l'heure, est-ce qu'ils peuvent faire pire ? S'ils changent pas de logiciel, oui, ils peuvent faire pire parce que ça ne marche pas, et en plus ils ont perdu des noms capables de briller. Donc s'ils changent rien, là c'est un coup à finir 25e, et alors là c'est plus possible. Astana pour moi est en danger et doit vraiment se réinventer pour repartir de l'avant. Ils seront pas dans le top 5 des meilleures équipes mondiales en 2023, mais au moins faire mieux, exister en World Tour, exister même sur des plus petites courses, gagner comme tu l'as dit, ça devient urgent pour eux. Parce que là c'est un bilan, ça fait peine à voir. Ouais, parce que on rappelle, c'est 13e place sur le bilan 2020-2022 qui te permettait de rester en World Tour, 21e seulement sur la saison 2022. Mais avant cela, ils avaient notamment Jakob Fuglsang qui te rapportait des points. Fuglsang, oui, je parlais de Miliski, c'est vrai que Fuglsang a quand même gagné Liège-Bastogne-Liège en 2019 sous les couleurs
cette équipe-là. À 2019, ils volent. Hein. Ils volent avec Alaphilippe, c'est les 2 meilleurs coureurs au monde pendant 6 mois. Plus un Dauphiné la même année. Alors, encore une fois, Fuglsang sur le Grand Tour, il est maudit, donc sur le Tour de France, il avait abandonné. Mais voilà, il avait gagné un Dauphiné en 2017 aussi avec Astana, avant d'avoir aussi pas de chance sur le Tour de France la même année. Mais c'était un coureur qui était capable de gagner des points et des gros points, là pour le coup, un monument plus une course World Tour d'une semaine. Là, bon, ça fait du bien. Bon, digression terminée sur l'Astana, on va conclure sur sa pronostic pour 2023. Étienne, pronostic pour 2023, Astana. Eh bien, j'ai envie de dire que, on en a beaucoup parlé, mais Martinelli ou Battistella peut faire quelque chose de grand. Pourquoi pas un top 5 sur une très belle course. Et après, j'ai du mal à me projeter en termes de victoire pour eux, parce que ça va dépendre de comment ils débutent leur saison. Il suffit de gagner 1 ou 2 succès avant d'ici la fin du mois de février. On est dans un bon cycle et ça peut aller mieux. Il suffit de pas gagner avant mars et là tout de suite la pression peut monter et ça peut aussi bloquer certains coureurs. Donc j'ai du mal à me projeter sur un nombre de victoires. Il faut qu'ils fassent mieux que 5, ça c'est clair c'est pas possible, ils peuvent pas faire 2 années à 5 victoires. J'ai même envie de te dire mieux que 3, parce que le championnat du Kazakhstan, bon voilà, je l'évacue. Hein. Peut-être même 2, parce que le succès de Lopez risque bien de passer à la trappe, s'il est confirmé, impliqué dans ces affaires. Le Tour des Alpes, il peut très bien être déclassé, tout comme sur la Volta d'ailleurs. C'est beaucoup trop peu, pardon. Moi, l'Astana, j'en attends au moins 10 victoires pour être gentil, mais j'attends quand même aux alentours des 15 victoires, l'Astana en 2023, tout simplement, parce qu'à 15 victoires, t'es juste dans la moyenne de certaines équipes top Conti Pro, top Pro Team, et t'es dans le bas de tableau de la World Tour, et que l'Astana, ils sont pas voués à être dans les profondeurs du classement World Tour. Je les attends quand même beaucoup plus haut. Et ouais, je suis d'accord avec toi. J'attends la confirmation pour Battistella, parce que généralement, quand tu brilles sur la Vuelta, que tu arrives à claquer, que tu arrives à prendre des échappées, à accrocher de beaux résultats, et généralement la saison suivante, t'es quand même en bonne posture pour confirmer. C'est quand même une dynamique qui s'est vérifiée ces dernières années. Donc moi, j'en attends aussi de Battistella. J'attends aussi un petit peu de Fedorov. Je veux voir. Je suis très curieux de Yevgeny Fedorov, parce que il remporte un championnat du monde du 23 où t'as pas les meilleurs U23. Mais chez les espoirs, il a toujours fait de bons résultats et je l'attends quand même. Puis après, j'attends la revanche. Et en fait, je l'attends la revanche dès le mois de janvier-février, surtout février, quand il va y avoir des courses en Espagne, comme le Tour de la Communauté de Valence, où t'as un Luis León Sanchez qui peut briller sur ces courses-là, notamment. Luis León Sanchez, à 39 ans, il peut encore t'en claquer une ou te rapporter des points. Et si Lutsenko se décide à revenir sur des courses d'un jour, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, hein. C'est quelqu'un qui peut très bien... il peut très bien se ressortir du mois d'avril avec déjà 5 ou 6 succès. Et là, déjà, lui tout seul, il fera mieux que l'année précédente. Merci Étienne, merci d'avoir été avec moi pour cette présentation de la Astana saison 2023. On le rappelle, un jour, une équipe, un podcast. J'espère que vous êtes prêts pour ce qui arrive jusqu'au 31 janvier. On va parler de toutes les équipes World Tour. On a parlé de la Total. On a donc parlé aussi des 2 équipes World Tour qui sont descendues en Pro Team. On est là, on est chaud, on est paré pour 2023. Vous attendiez notre retour, on est là. Nous, on vous remercie de tous ces messages ces derniers jours et ces derniers temps qui nous ont fait plaisir depuis qu'on a repris un petit peu les podcasts. Merci à toi Étienne d'avoir été avec moi. Guillaume, tu m'as presque donné envie de télécharger la DB 2009 pour faire 1, 2, 3, 4, 5 sur le Tour de France avec le grand Lance Nilstrung. Les vrais connaisseurs apprécieront cette référence, mais c'était pour rappeler à quel point cette équipe a été très forte par le passé. Et merci à toi Guillaume, en tout cas, ça a été un plaisir une nouvelle fois de faire ce podcast avec toi. Merci à ceux qui nous suivent et qui continuent de nous suivre au fil du temps avec ce retour, comme tu l'as si bien dit. Je te remercie, c'est moi qui te remercie Étienne. On va te retrouver dans pas longtemps, t'inquiète pas, pour d'autres présentations d'équipe. Pendant que je te laisse lancer ProCycling Manager, j'en profite pour parler de cette plateforme crowdfunding qu'on lance pour Vélo Podcast pour nous soutenir. N'hésitez pas, il y aura le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. On va vous mettre ça sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet aussi. Merci de nous avoir suivis pour cette présentation de l'Astana. On se retrouve dès demain avec une autre présentation. Vous êtes chaud? Ils évoluent en noir notamment. Allez, à bientôt.